À reprendre pour cette dernière séance, table ronde des échanges, des débats. Merci à tous encore et à toutes pour être encore là. Un petit effort encore pour cette discussion qui arrive à un point clé au niveau stratégique, c'est-à-dire quoi faire. C'est-à-dire on a fait tout un gros chemin de réflexion sur l'héritage historique, politique de l'esprit de Bandung, tous les passages à travers les tentatives réussies ou qu'ils ont échoué ou qu'ils ont été attaqués par l'impérialisme, de toutes les luttes qui ont eu lieu en forme de résistance et pour construire un monde différent, qu'il soit socialiste ou qu'il soit quand même en tentative de contre-hégémonique. Aujourd'hui, donc, en vertu de toute la situation qu'on est en train de vivre à partir de la France, donc dans le cœur un peu de la bête impérialiste européenne, sans oublier bien sûr les alliés qui sont les États-Unis et en général l'alliance militaire de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? 6 organisations, et si vous voulez, je vais les réciter: l'URC, la Dynamique unitaire panafricaine, Kubuntu, Solidarité Indonésie, l'ALBA-TCP France, les comités pour le soutien de la révolution aux Philippines, les Front unis d'immigration et quartiers populaires, ils ont promu cette journée des réflexions et des échanges, mais ce n'est pas seulement pour un anniversaire, en commémoration, c'est surtout pour créer un espace de lutte, de mettre ensemble les forces de nos organisations pour agir ici en France dans un contexte, dans un panorama qui est assez dur, mais qui nous engage fortement dans toutes les perspectives, qui passe par tous les champs contre la guerre à l'intérieur et à l'extérieur, contre l'implication de la France dans toute la dérive belliciste de l'Union européenne avec les plans de Rearm Europe, avec la colonisation dans tous les coins du monde, qu'il passe aussi bien sûr par le soutien à la lutte du peuple palestinien face à ce génocide, et qu'il passe aussi, et je le rappelle dans cette séance qui a été déjà faite, par la lutte pour la libération de notre président d'honneur Georges Ibrahim Abdallah, en appelant encore une fois à la manifestation nationale qui aura lieu à Paris le 14 juin prochain, et surtout qu'il passe par toute la mobilisation contre la fascisation qui a été déjà évoquée et contre la répression politique et syndicale. On a vu récemment la volonté de dissoudre 2 organisations auxquelles nous avons apporté notre soutien et avec lesquelles nous allons encore une fois à réexprimer notre soutien, c'est-à-dire Urgence Palestine et la Jeune Garde, victimes de la répression d'État dans cette phase. Donc il faut, dans cette situation-là, savoir comment agir pour créer et réanimer et surtout faire des progrès pour ce mouvement anti-impérialiste à partir de cette condition. Donc je donne la parole à Christophe du comité de soutien à la révolution aux Philippines pour cette première intervention. Ok, bonjour camarades. Donc déjà, je voulais, au nom du comité de soutien à la révolution aux Philippines, remercier tout le monde pour cette invitation qu'on avait reçue pour intervenir, cette table ronde, donc pour l'occasion du 70e anniversaire de Bandung. Je voulais également vous transmettre les salutations chaleureuses de solidarité, meilleurs vœux de nos camarades philippins qui célèbrent également l'anniversaire de cette conférence. Donc, pour nous, le thème de notre table ronde, donc qui explore les perspectives du mouvement anti-impérialiste en France, c'est finalement quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, car ça reflète l'appel du Front National Démocratique des Philippines, ou NDFP, qui a été lancé en 2021, qui exhortait les militants, organisations non philippines, à soutenir leur lutte, la lutte du peuple philippin, qui est menée aujourd'hui principalement sous la forme de la lutte armée. Et donc à constituer un réseau international de solidarité qui porte aujourd'hui le nom des Amis du peuple philippin en lutte. Et notre organisation est partie constituante de ce réseau et on en est le représentant aujourd'hui en France.
Donc, à travers cette journée de débat, j'espère qu'on va pouvoir tirer des leçons de cette conférence historique de Bandung. Pas juste pour comprendre un peu par curiosité intellectuelle ou voilà, s'intéresser sur l'histoire de cet événement quand même majeur voilà, du Sud global, mais surtout pour orienter, voir quelle orientation on veut donner à nos luttes aujourd'hui, à nos actions, à nos campagnes et autres, pour renforcer le mouvement anti-impérialiste, d'un côté, ici, pour combattre l'impérialisme là où on est, mais également pour pouvoir, d'un autre, apporter un soutien politique et concret, je souligne ce mot, concret, aux résistants du Sud global. Ou, comme la camarade l'a précisé tout à l'heure, le terme de Sud global, nous, on n'est pas fan non plus. On préfère parler des pays impérialistes d'un côté et semi-coloniaux d'un autre. Mais voilà, je pense que tout le monde, on se comprend tous. Je vais essayer d'être assez bref sur la conférence de Bandung pour qu'on puisse parler davantage justement sur cette question de l'anti-impérialisme ici. Mais il y a quelques trucs quand même à connaître par rapport à cette conférence et à son rôle pour les Philippins. Donc déjà, voilà, les Philippines avaient été invitées à cette conférence et la délégation qui avait été amenée, elle était dirigée par Carlos Romulo, qui lui, d'un côté, aimait bien parler de l'anticolonialisme, etc. Mais en même temps, c'était quand même le toutou de l'impérialisme américain. Et il avait cette position de dire, oui, la libération nationale, mais quand même avec le soutien des Américains. Parce que si les Américains ne nous soutiennent pas, eh ben, il y aura le communisme qui va s'emparer de ça. Et le communisme, c'est encore pire que les Américains. Bon, une bonne chose, c'est quand même que cette position était assez minoritaire au final dans sa délégation et a été assez vite rejetée par les autres qui plutôt ont mis en avant toute l'expérience anticoloniale, anti-impérialiste, etc. du peuple philippin. Et on peut retrouver d'ailleurs ça, leur soutien très fort à la déclaration des 10 principes qui était ressortie de la conférence de Bandung. Alors voilà. Pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pour bien comprendre en fait que cette déclaration, encore aujourd'hui, elle tient vraiment à cœur les inspirations du peuple philippin pour une souveraineté nationale, une véritable démocratie, bref, pour la libération du peuple philippin. Et c'est sur cette base de ces inspirations-là que le mouvement philippin avait organisé en 2005, pour le 50e anniversaire de la conférence de Bandung, une conférence à, je vous laisse deviner, Bandung. Les camarades là-bas avaient un peu rappelé l'avertissement que le président Sukarno avait dit au début de la conférence historique, du coup. Bon, je vais le paraphraser, ça sonne beaucoup mieux quand lui il le disait, mais en gros il disait « Faites gaffe à ne pas vous limiter à imaginer le colonialisme avec sa forme classique, on va dire, historique, mais prenez attention au fait qu'aujourd'hui il a une nouvelle apparence, une apparence qui se voit par le contrôle économique qu'il a, intellectuel, physique, qui est mené par une minorité locale, mais qui est étrangère aux intérêts de sa propre nation. Les camarades philippins et d'autres camarades du Sud global aiment bien appeler ça tout simplement une classe de la bourgeoisie comprador. Aujourd'hui, on voit que la crise de 2008, elle s'est transformée en une crise perpétuelle au final. On voit que finalement cet avertissement de Sukarno, il est encore plus d'actualité, car l'impérialisme aujourd'hui, il emploie de plus en plus de tactiques qui dissimulent cette exploitation brutale qu'il mène, brutale et cruelle, envers les peuples du Sud global. Bon, naturellement, on peut penser aux États-Unis, où on a un peu la chance, entre grands guillemets, d'avoir Trump qui est finalement très ouvert et transparent dans ses déclarations, discours, surtout tweets, dans lesquels il balance un peu toutes les raisons pour lesquelles il met en place ses politiques de tarifs, hausse des droits de douane, etc., qui lève un peu le doute sur le fait que certains pays, finalement, ils sont pas si indépendants que ça, mais ils sont bien à la botte de l'impérialisme américain. En France, on est gâté également, parce qu'on est aussi aux premières loges de ces nouvelles méthodes d'exploitation. On a Macron qui a lancé sa stratégie Indo-Pacifique en 2018, qui, comme les camarades dans les tables rondes précédentes ont rappelé, vise à accroître sa présence militaire, économique, de l'impérialisme français dans cette zone
finalement assez vague, assez floue. On ne sait pas qu'est-ce que c'est l'Indo-Pacifique. Il y a 12 stratégies Indo-Pacifique au monde, il n'y en a pas une qui est d'accord avec l'autre sur c'est quoi la géographie de l'Indo-Pacifique. Bref, les Français estiment que c'est à peu près de la côte est de l'Afrique à la Polynésie. Et finalement, on voit également que ça implique une certaine responsabilité qu'on a ici. Parce que ce pillage du Sud global, eh ben, il est financé par qui ? Il est financé par nos impôts, si on les paye. Et du coup, on a également finalement un certain confort de vie ici. On en discutait avec la camarade Maïgo Alida qui disait bon, on vit peut-être pas bien, mais on vit vraiment mieux que le Sud global. Je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et donc, on peut faire des trucs par rapport à ça. Dans tous les cas, on a une responsabilité en tant que communiste sincère. Oubliez le mot communiste en tant que révolutionnaire, gauchiste, sincère. Je dis ça pour provoquer un peu, mais voilà, de faire quelque chose par rapport à ça. Particulièrement du fait qu'aujourd'hui, l'impérialisme, il fait tout pour se sortir de cette crise. Mais il ne faut pas être non plus pessimiste par rapport à ça. Parce que les peuples opprimés, eux également, ils font tout pour mettre fin à cette oppression qu'ils vivent au jour le jour. Ils en ont marre de vivre sous toute cette souffrance qui leur est imposée par le stade suprême du capitalisme, on pourrait même dire le stade sénile du capitalisme, parce que c'est un mode de production qui est complètement dépassé aujourd'hui, arriéré, etc. Donc les peuples ne sont pas passifs, au contraire. Finalement, ils luttent plus et sous des formes qui prennent un aspect de plus en plus radical. On va voir aux Philippines que le Parti communiste mène une lutte armée par l'intermédiaire de la nouvelle armée populaire qui aujourd'hui, elle dure depuis 56 ans, mais elle s'intensifie de plus en plus. Aujourd'hui, elle est étendue sur 73 des 81 provinces des Philippines. Il y a un contrôle territorial qui est assez débattu. Les camarades parlent de 33% du pays. La CIA leur met le haut là en leur disant non, attendez un instant les gars, c'est plus 25%. Bon, je ne vais pas débattre des chiffres de la police et de la CGT, mais dans tous les cas, on parle d'un espace qui comprend plusieurs millions de personnes, voire jusqu'à 10 millions de personnes qui vivent là-bas. Et chaque semaine, finalement, on reçoit des articles qui proviennent de médias soit révolutionnaires, soit bourgeois, qui nous informent au final des avancées, des offensives tactiques qui y sont menées. Et on voit que ça dépasse de plus en plus le stade des campagnes reculées. Ça s'avance finalement de plus en plus vers les villes. Ce qui veut dire également de plus en plus vers la victoire. Là, vous pourriez me poser la question, très bien, mais et nous dans tout ça ? C'est quand même quasiment à l'autre bout du monde. Et nous, dans tout ça, c'est que, naturellement, c'est pas nous qui allons faire la révolution aux Philippines, je vous rassure là-dessus. Ça va être aux camarades de se débrouiller. Néanmoins, lors de la formation de notre réseau des Amis du peuple philippin en lutte, Luis Ralandoni, qui est le porte-parole du Front national démocratique des Philippines, avait bien souligné le fait que ce mouvement, le mouvement de solidarité internationale, amplifie la lutte du Front national démocratique des Philippines, de la nouvelle armée populaire, etc., et du peuple philippin dans son ensemble. Donc, on a une responsabilité d'un côté, mais aussi une possibilité de jouer un rôle d'ici pour faire avancer la révolution. Ça, voilà, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le camarade Ralandoni qui vous le dit. Et peut-être, le truc qui est bien dans tout ça, c'est qu'il y a 70 ans, à l'époque de Bandung, en fait, au final, on pouvait lire dans la presse ce qui se passe dans ces semi-colonies qui sont en train de mener une lutte vers leur libération nationale. Mais aujourd'hui, on a des téléphones. On a des téléphones et on a plein de nouvelles technologies, plus si nouvelles que ça, qui nous permettent de maintenir un lien direct, instantané avec nos camarades qui luttent là-bas sur le terrain, dans les villes ou dans les campagnes, entre guillemets. Et donc, on a une possibilité de discuter, de coordonner au final les actions et les campagnes qu'on mène ici. Et donc, faire en sorte que finalement, ce qu'on décide de faire ici, c'est vraiment bien en raccord avec ce qu'eux, ils ont besoin là-bas. Donc, cet avantage, ça nous permet en quelque sorte d'éviter de tomber dans le piège d'une solidarité qui serait finalement symbolique. À dire que
je pense typiquement à ces actions, et je sais que vous savez de quoi je parle, d'avoir une banderole qui va dire vive j'allais dire guerre populaire aux Philippines, vive la révolution aux Philippines, soyons pas aussi radicaux, et de faire une photo très sympa devant la Tour Eiffel, et les camarades adorent ça, soit dit en passant. Ils disent à chaque fois « Ah, Paris, la Tour Eiffel, Sacré-Cœur ». Et d'un point de vue soutien moral, entre guillemets, ils sont contents, mais d'un côté de l'impact politique direct, je reviens sur ce mot concret, et ben ils disent « Bof ». Ça nous aide pas vraiment dans nos luttes. On est content, mais ça apporte pas grand-chose. Donc dès nous, la fondation de notre réseau, des Amis du peuple philippin en lutte, c'était ce truc qu'on voulait éviter. C'était l'objectif qu'on avait à cœur, c'était justement voir comment nos campagnes, nos actions et autres qu'on pourrait mener pourraient refléter finalement différents aspects que les camarades ont formulés dans leur programme en 12 points, donc du Front National Démocratique des Philippines. Et ce qui est vraiment très cool, gratifiant, c'est de voir que ces campagnes qu'on a lancées sur cette ligne-là, elles portent déjà leurs fruits. On a un exemple récent, voire très récent, ça s'est passé il y a 2 mois, qui le montre assez bien finalement. Donc, je vais revenir un peu sur l'histoire, nouveau. On a pu voir en 2016 que le président qui avait été élu aux Philippines, Rodrigo Duterte, avait lancé une guerre contre la drogue. Donc c'était quoi concrètement? Ça c'était pour lui... Enfin, dans les explications officielles, on va dire, de Duterte, c'était « Ah, il y a trop de drogue aux Philippines, on n'a pas envie que ça devienne pire, donc on va prendre pour cible les dealers et les consommateurs de drogue également, et on va les descendre. » Bon, en réalité, cette campagne, c'était pas du tout une guerre contre la drogue, c'était vraiment une guerre contre les pauvres, et en particulier les opposants politiques. Et ça, c'est hypocrisie de Duterte, il était très vite démasqué quand, au fur et à mesure que des personnes étaient nommées à différents postes du gouvernement, on se rendait vite compte que c'était souvent des politiciens corrompus. Et dans beaucoup de cas, c'était des gens qui étaient publiquement connus comme étant impliqués dans le trafic de drogue. Donc, bizarre. Et on voyait en même moment des dizaines, il y a même eu une nuit où le chiffre est arrivé à 100, le nombre de victimes de la guerre contre la drogue. Et en même moment, on pouvait voir sur les réseaux sociaux la petite fille de Duterte se vanter que quand elle se lève le matin, elle est tellement défoncée qu'elle peut rien faire. Défoncée dans le sens de droguée, oui. Je vous rassure ou pas, qu'elle n'a pas été exécutée durant la guerre contre la drogue. On peut en avoir l'opinion qu'on veut. Donc voilà, donc le mouvement national démocratique, pendant ce temps-là, dès le début de la guerre contre la drogue, a mené une campagne pour obtenir justice des 30 000 victimes identifiées. Il y en a très certainement beaucoup plus. De finalement une manœuvre politique qui visait juste à écarter l'opposition au régime de Duterte et avait, dès 2017, qu'on parle vraiment de quelques mois plus tard, porté l'affaire devant la Cour pénale internationale pour tout simplement crime contre l'humanité. Et nous, on a finalement une position géographique, disons, plus proche du tribunal de La Haye que les camarades philippins. Et naturellement, on a soutenu cette affaire, et on a soutenu ça par des actions, par une campagne, la campagne Duterte et Panagutin, sur laquelle je vais revenir. Et on a un gros truc qu'on a organisé l'année dernière, en mai. C'était un tribunal populaire international à Bruxelles, en Belgique, qui a réuni plusieurs centaines de participants, je crois que c'était 300 qu'on avait dit officiellement, dont des familles, des proches des victimes. Ça avait été présidé par Lennox Hines, qui est un avocat afro-américain assez connu. C'était lui qui avait défendu Mandela et Assata Shakur. On avait également réuni un panel de jurés qui était pareil, composé d'éminents avocats, personnalités politiques, chefs religieux également. On a réussi. Et le tribunal avait, à sa suite, condamné Duterte pour ses crimes, ainsi que le président actuel des Philippines, Marcos Junior, en disant que lui aussi, finalement, il a peut-être dit qu'il met fin à la guerre contre la drogue, mais il continue la même politique de répression jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà. Maintenant, on pourrait se dire, cet événement, il a un caractère, on va dire, quasi-judiciaire, parce qu'on a un juré, on a un juge, on a des avocats, etc., etc.
Mais on pourrait se dire, oui, mais ça a une visée surtout symbolique, finalement. C'est vrai, il y a un certain symbolisme à cette idée de donner pour une fois la parole aux victimes, plutôt qu'à un système corrompu qui, comme d'habitude, fera des pirouettes pour dire, oui, mais finalement, cette victime l'a bien mérité. Et voilà, mais cette visée qu'on pourrait se dire symbolique, elle a quand même été dépassée par quelque chose d'intéressant qui s'est passé dans les récents mois, qui a été que notre petit événement militant a joué un rôle dans la récente arrestation de Duterte, donc en mars. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que la Cour pénale internationale a retenu des témoignages qu'on avait recueillis pendant cet événement-là, qui ont finalement joué un rôle dans la décision de délivrer un mandat d'arrêt international pour Duterte. Je rappelle, Duterte, c'est le premier président d'Asie à être amené à La Haye. Donc, je ne vais pas me lancer des roses, mais quand même, on est vraiment fiers de nous pour le coup. Et cet exemple, finalement, il illustre que souvent on se dit, bon, on est peu nombreux, nos actions, parfois on peut se dire, elles ont une portée assez limitée, mais finalement, on peut également contribuer à quelque chose de beaucoup plus grand que nous, faisant de nos petites actions des actions finalement assez concrètes. Donc aujourd'hui, voilà, on attend Duterte, il est au cachot, au pénitentiaire de La Haye. Il attend son procès qui commencera en septembre. Nous, on poursuit notre campagne Duterte Panagoutine. On continue de sensibiliser sur cette question-là, faire pression pour qu'il soit condamné. Et on espère vraiment, non, vraiment, je vais vous le dire, on est rempli d'espoir à l'heure actuelle de voir que ces modestes contributions, elles permettront finalement de faire payer pour ces crimes le premier président d'Asie à être amené à La Haye. Donc, ça nous donne un peu des perspectives pour qu'est-ce que ça signifie une solidarité concrète. Qu'en 4 ans, depuis que notre réseau existe, on a pu voir que on est à peu près dans 20 pays, soit dit en passant. On a différentes organisations qui font différentes actions qui ont justement qui semblent parfois petites et modestes. Ouais. Finalement, dans chacun de ces pays, on arrive à gagner ce genre de petites victoires. Vous savez, si on ajoute 1 plus 1 plus 1, finalement, ça peut devenir un très grand nombre. Et on est assez convaincu que cette méthodologie qu'on a adoptée, cette idée de construire un mouvement anti-impérialiste, mouvement de solidarité, et plus largement, plus tard, en s'alliant avec d'autres organisations de solidarité, on va pouvoir... ce qui est central dans ça, c'est vraiment le lien solide qu'auront les militants d'un côté des pays impérialistes, militants, organisations autres, qui sont engagés ici en lutte, en France par exemple, avec d'un autre côté les militants du Sud global, qui sont vraiment en première ligne pour le coup, dans la lutte contre l'impérialisme, par différentes tactiques, grèves, boycotts, mobilisations, lutte armée. Et on voit également que ces camarades, finalement, sont aussi à l'initiative de différentes coalitions et organisations internationales, etc. Nous, on porte particulièrement l'attention sur une organisation qui avait été lancée par les camarades philippins, mais également beaucoup d'autres organisations dans le monde, qui s'appelle la Ligue internationale des luttes des peuples, ou ILPS, qui est à l'heure actuelle composée de 600 organisations dans le monde. Principalement, ça reste quand même Asie, Afrique et Amérique latine. Leur direction, aujourd'hui, c'est beaucoup de camarades qui appartiennent, sont des membres éminents, comme j'ai écrit ici, du mouvement philippin, palestinien et kurde. Et ils ont vraiment cette approche intéressante, justement, sur cette idée de il faut vraiment qu'on construise un pont entre les luttes dans les pays impérialistes et dans les semi-colonies. On a besoin de vous, les gars. C'est pour ça que notre prochaine campagne sur laquelle on bosse à l'heure actuelle, qui s'appelle Résistant à l'OTAN, c'est justement dans cette démarche de l'ILPS pour tenir un compte sommet en juin aux Pays-Bas, où on sera vraiment avec les camarades côte à côte, avec les camarades du Sud global, pour nous opposer aux politiques d'exploitation, de pression de l'OTAN. Et je conclurai en disant vraiment que je pense qu'on ne devrait pas avoir de doute sur le fait que si on lutte côte à côte, coude contre coude, avec nos camarades du Sud global, on parviendra au final à donner à nos luttes un impact réel, concret, et à transformer
le slogan que tout le monde connaît, le peuple uni ne sera jamais vaincu, finalement une réalité. Donc voilà un peu l'input que nous, au sein du CSRP et des Amis du peuple philippin en lutte, on a sur cette idée de construire un front anti-impérialiste anti-impérialiste dans les pays impérialistes, et qui est dicté c'est vraiment un mot trop fort, mais qui est quand même soutenu, coordonné, on va dire, par les camarades du Sud global, notamment par les camarades des Philippines. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante et détaillée sur les actions que vous menez en solidarité avec la lutte du peuple des Philippines pour son droit à l'autodétermination. Un pont là, il s'est créé avec la lutte que Kaubuntu il mène pour les droits à l'autodétermination des tous ceux qui sont ex- et actuelles colonies françaises et qui, bien sûr, comme était déjà expliqué par les camarades dans la dernière séance, ils sont en train, bien sûr, de construire cette résistance ici en France et, bien sûr, en lien avec les populations locales. Donc, je passe la parole. Bonjour à tous. Merci aux intervenants et aussi pour l'organisation de cette conférence. À titre personnel, j'ai beaucoup appris de vos échanges et des informations que vous avez partagées. Donc, je vais représenter un petit peu Kaubuntu, les 5 points essentiels de notre parti politique indépendantiste réunionnais. Donc, le premier point, c'est activer la conscience historique du peuple réunionnais, parce qu'un peuple qui ne connaît pas son histoire, sa culture, est comme un arbre sans racines, comme le dit Marcus Garvey. Le deuxième point, c'est la décolonisation de l'île de la Réunion. Parce qu'au XXIe siècle, comme l'a dit le frère Mondel, la Réunion est encore une île africaine sous domination coloniale française. Le troisième point, c'est arracher l'indépendance de l'île de la Réunion, parce que les principaux maux structurels qui existent à la Réunion sont liés au colonialisme français. Le quatrième point, c'est l'activation et c'est la lutte pour le panafricanisme, donc l'établissement des États-Unis d'Afrique, dans la même lignée que les penseurs et les théoriciens du panafricanisme tels que Kwame Nkrumah, Julius Nyerere et encore d'autres panafricains tels que Thomas Isidore. Donc notre lutte s'inspire de leurs écrits, de leurs théories politiques, et on essaie de mener notre combat en théorisant aussi par rapport à ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu étudier par rapport à la lutte pour l'indépendance de l'île de la Réunion. Le cinquième point, c'est l'internationalisation des luttes. Et cette conférence aujourd'hui tombe bien. Donc la conférence à propos de la tricontinentale qui a eu lieu à Bandung en 1966, où on a pu voir vraiment émerger l'idée d'une tricontinentale et d'une union des prolétaires pour mettre fin au système capitaliste et impérialiste mondial. Et du coup, mon propos va porter sur les perspectives des mouvements anti-impérialistes en France. Et je vais aborder aussi l'immigration en France et comment, en fait, notre rapport à la République peut expliquer notre condition actuelle et aussi nos liens d'oppression pour mieux, ensuite, pouvoir s'en libérer. Tout d'abord, je vais parler du rapport qu'a la Réunion, historiquement, socialement et politiquement, à la République française. Il faut savoir qu'en 1848, quand la République française a aboli l'esclavage, en fait, pour nous, elle a aboli l'esclavage, mais en même temps, elle nous a confisqué notre libération. Parce que cette libération était sous condition qu'on retourne travailler et qu'on serve les intérêts français, c'est-à-dire de l'industrie et tout. Deuxièmement, c'est que la manière dont l'abolition a été faite, elle a été faite à partir du remboursement des maîtres esclavagistes de la part de l'État. Ce qui fait qu'en réalité, c'est l'achat de la part de l'État, l'achat des esclaves de la main des maîtres esclavagistes par l'État français. Ce qui fait de nous encore des marchandises de l'État français encore de nos jours. Et cette information est importante parce que du point de vue juridique, il faut comprendre que par exemple les textes juridiques qui régissaient le code noir, qui régissaient l'esclavage, comme le code noir, n'ont pas été abrogés. Or, quand on constate le droit français, comment il fonctionne, chaque notion juridique doit être abrogée pour qu'il n'ait plus sa consistance d'application réelle. En fait, on se rend compte que le code noir n'a pas été abrogé. Ce qui fait que les contenus juridiques existants dans le code noir peuvent toujours être expliqués. Alors ça, c'est une
pensée que l'on a et qu'on a peut-être constatée. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la Réunion, la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe sont des éléments constitutifs du capital premier français. Et en fait, tout de suite, ça va porter une autre dimension quand on va parler d'immigration et d'intégration au système industriel et aussi des services publics qu'ont la France, à travers notamment les différentes vagues d'immigration et tout ce qui est aussi les principes d'assimilation républicaine. Un autre point aussi concernant la République, c'est du coup il y a le remboursement des maîtres esclavagistes, l'établissement de l'ordre raciste encore d'actualité, c'est-à-dire qu'on a dédommagé les maîtres pour perpétuer un ordre économique raciste et qui perpétue l'oppression systématique à travers l'hyperexploitation des nouveaux affranchis, des engagés, pour le travail agricole. Et du coup, on a mis en place l'industrialisation à travers le phénomène d'impérialisme financier qui a financé cette industrialisation. Et le deuxième point, c'est que la République a promu une idéologie quasi religieuse à La Réunion, dans le sens où l'idéologie républicaine a pris la place de la conversion forcée qu'ont expérimenté les esclaves vis-à-vis du christianisme. Ce qui fait que le républicanisme apparaît également comme une religion de manière historique, politique, symbolique pour La Réunion, ce qui fait qu'on ne peut pas contester les intérêts français à La Réunion. Mais en fait, pourquoi c'est une religion aussi? C'est parce que ça cache l'amnésie traumatique qui existe au sein du peuple réunionnais et qui cache tous les sévices corporels qui ont existé durant l'esclavage. Et l'autorité religieuse sert aussi à justifier, à légitimer une autorité infâme, dangereuse et menaçante aussi pour l'être humain qui est assujetti. Donc pour nous comprendre vraiment tout ce rapport à la République est important pour nous situer dans l'espace français, notamment des institutions. Et on aime aussi regarder ce qu'il y a autour de nous. Donc autour de nous, on a le continent africain. Et le continent africain a subi d'importantes vagues de colonisation, notamment française, ce qui fait que, par exemple, l'Empire français, à son apogée, détenait 70 millions de kilomètres carrés, c'est quelque chose d'immense, qui allait justement de l'Asie, de l'Afrique et des Caraïbes. Donc on est vraiment dans le thème aussi de tout ce qui est porté lors de la conférence de la tricontinentale. Et oui, du coup, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que la France, dans la Seconde Guerre mondiale, elle a compris en quoi ces colonies étaient importantes. C'est-à-dire qu'elle savait que ces colonies servaient à se développer matériellement, à développer son économie capitaliste, mais également lors de la Seconde Guerre mondiale, quand elle a été défaite et occupée militairement par l'Allemagne nazie et coupée en deux complètement, elle s'est retranchée également en Afrique. Et c'est vrai qu'il y a les résistants français qui ont résisté, notamment dans le sud, à travers Toulouse, c'est des villes comme ça, c'est des bastions de la résistance française qu'il faut saluer. Mais également, c'est vrai que la capitale de la France libre, à un certain moment, c'était Brazzaville. Et que c'est à partir de l'organisation des colonies françaises qui ont aidé les Alliés à abattre l'Allemagne nazie et l'Italie mussoliniste. C'est-à-dire que, par exemple, donc la capitale française était à Brazzaville, mais la contre-attaque pour aller en Libye, attaquer les forces de l'Axe, il me semble, c'était en passant par le Tchad. Donc encore un bastion de l'État colonial français. Donc le général de Gaulle a compris l'importance que réservaient ces colonies dans le salut de la France, et il l'a expérimenté. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde bien les années post-Seconde Guerre mondiale, la rupture chronologique qui a eu lieu au sein de l'Empire français, qui s'est vu complètement ébranlé et a perdu des millions de kilomètres carrés de terrain, on voit bien que pour l'accession à l'indépendance, le général de Gaulle a tout fait pour que les États africains n'aient pas les attributs de souveraineté d'un État normal, westphalien, normal de nos jours. Donc ça, c'est très important de comprendre, notamment à travers les accords de défense bilatéraux, qui sont encore des accords néocoloniaux pour la sécurisation des ressources naturelles. Et il y a également le franc CFA, qui a d'abord été utilisé comme une arme monétaire nazie sur la France elle-même, qui elle-même l'a perpétué par la suite sur ses colonies africaines. Et il y a aussi toutes les ingérences politiques, tout ce qui est de l'ordre des assassinats politiques, on en a parlé tout à l'heure. Et on peut s'empêcher aussi de constater que c'est arrivé dans les années 1960 et que par la suite, il y a eu une vague d'immigration des populations anciennement colonisées par la France, de l'Afrique francophone, vers la France hexagonale.
Notamment, il y a aussi eu une vague d'immigration propagée et créée par notre cher Michel Debré, qu'on appelle localement le génocidaire, parce qu'il a créé le Bumidum à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, et ça servait aussi à dépeupler ces îles, à les pousser à l'exil forcé, à du coup expérimenter une perte de culture à travers l'assimilation, une acculturation, et tout ce qui s'ensuit, des difficultés d'intégration face au racisme. Et du coup, on se retrouve avec une immigration africaine ou afrodescendante dans ce territoire de la République française qui ont auparavant connu un rapport conflictuel avec la République. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand ils arrivent à la République, ils sont pas vierges, ils sont pas vierges de tout rapport républicain, ils sont pas vierges d'insoumission, c'est pas des Français comme tels. C'est-à-dire que ils ont expérimenté la souffrance qu'on connaît sous la colonisation, ils ont expérimenté le travail pour le colon dans la colonisation. C'est-à-dire que les populations qui arrivent en France, qui voient leurs parents travailler comme ça, inconsciemment, ça peut faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que chez moi, j'ai travaillé pour toi, et chez toi, je travaille encore pour toi, donc forcément, ça peut créer des rapports conflictuels, en tout cas dans ces rapports historiques et social. Après, du point de vue aussi plus des analyses des inégalités socio-économiques, on se rend compte que l'immigration en France est essentielle pour l'économie française. C'est la base de la production française. C'est elle qui fait tenir l'économie. Donc les capitalistes sont obligés de fébriliser, de précariser leurs conditions d'existence, de vie, pour pouvoir jouer la carte de la division, comme Saïd Boumama l'appelle, l'arme de division massive entre les prolétaires, à travers notamment tout l'appareil médiatique. Et ça, c'est important pour eux, pour qu'on puisse réaliser une sorte de bouc émissaire sur la population immigrée, et pas n'importe quel immigré, notamment immigré avec une couleur de peau foncée, à travers les Maghrébins, à travers les personnes pratiquant la religion islamique. Et tout ça, en fait, c'est ce rapport à la République qui est conflictuel. Et en fait, on voit bien que c'est une immigration qui est essentielle, pourtant qui est diabolisée, et sur lequel les économies européennes ne peuvent pas jouer sans. Notamment, il faut aussi comprendre que c'est notamment les industriels qui ne peuvent pas jouer sans, les services publics français qui ne peuvent pas jouer sans, mais également les banques centrales européennes et les banques nationales en France qui ne peuvent pas jouer sans, parce que l'immigration est essentielle pour la fructification non seulement du capital économique, du capital infrastructurel, mais également du capital argent détenu dans les banques. Donc forcément, cette surexploitation de la main-d'œuvre, elle est condamnable, et surtout, elle est en France, mais elle subit du racisme. Et notamment les descendants des fils d'immigration qui normalement sont intégrés, normalement, subissent encore le racisme. Et notamment là, on peut faire un rapprochement entre ce qui se passe en France hexagonale et dans les Outre-mer. Parce que la France est un pays impérialiste à l'extérieur, qui notamment se croit chez elle dans certains territoires africains ou encore autre part, en Kanaki, et se croit autre part chez elle, mais par contre, elle applique bien des procédés, on va dire, d'oppression des personnes qui sont issues de ces territoires-là. Donc on expérimente le racisme, on expérimente les discriminations à l'embauche, les discriminations aussi à l'habitat. Sauf que le problème, c'est que notamment quand on parle de racisme scolaire, que ce soit dans les banlieues parisiennes ou dans les banlieues en général, et par exemple à La Réunion, le racisme scolaire provoque des inégalités socio-économiques qui vont engendrer des discriminations aussi par la suite. Donc c'est un racisme structurant et structurel. C'est important de le comprendre pour aussi que nous, comme Ubuntu, on voit notre lutte et par quoi passer. Et en fait, quand on remarque bien, on remarque que c'est tout un système institutionnel qui produit du racisme, notamment l'éducation nationale, à travers son mythe de la nation une indivisible, de la République une indivisible, de la propagande faite dans les livres d'histoire, où on parle seulement de la gloire, de la grandeur de la France coloniale, de la France républicaine. Or, comme on l'a vu, la républicaine est très fautive pour les populations colonisées. Mais également, il y a aussi le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des affaires intérieures de la France, de la sûreté intérieure de la France, des libertés publiques, de l'administration territoriale de l'État, mais également de la gestion de l'immigration, du droit d'asile, du droit des cartes de séjour, permettant par la suite le travail.
Donc nous, on se pose la question, pourquoi en France, il y a un ministère qui a autant de pouvoir, qui a autant de compétences, qui non seulement gère les affaires internes de l'État, mais qui en plus gère aussi l'immigration en tant qu'affaire interne, en tant qu'affaire de sécurité interne de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde l'Espagne a 2 ministères. Un ministère un ministère de l'Intérieur et un ministère de l'immigration. Donc, en fait, il faut aussi comprendre que on est, pour nous, sous constante surveillance, on va dire, de ce ministère-là, sous constante surveillance policière, ce qui peut amener en banlieue à avoir un autoritarisme policier, mais également aussi dans les Outre-mer à se sentir totalement oppressé, mais on ne sait pas pourquoi. Mais parce qu'il y a aussi les intérêts du libéralisme économique et dont le ministère de l'Intérieur se fait le relais pour surveiller les agents économiques qui existent au sein du marché ultramarin. Donc voilà, et par exemple, je vais finir sur ça, c'est-à-dire que on l'a vu dernièrement, que ce soit les événements Kanaki ou que ce soit l'arrestation de Kémy Séba, que l'on aime, c'est ce qu'il dit ou ce qu'on n'aime pas, mais en fait, on peut quand même remarquer que son arrestation a été légitimée par une notion juridique dans les droits français qui est porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. À partir de là, nous, afro-descendants, dès qu'on va commencer à contester l'ordre établi qui nous oppresse, dès qu'on va commencer à contester, en tout cas, les chaînes qui nous lient à l'oppression, tout de suite, on ne pourra pas parce qu'on va être accusé de semer l'ordre public ou en fait de renverser tout ce qui est ce schéma médiatique et républicain. Donc pour nous, ce combat est un combat profondément souverainiste, mais également pour la libération de l'île de la Réunion et des autres colonies françaises. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention et à partir de ça, je reprends sur l'effet que, comme tu as évoqué, justement, les continents africains étaient historiquement les précarés occidentaux, je mets occidental au niveau général, européen, donc pas seulement français, en termes de colonialisme, d'impérialisme, de néocolonialisme. Et donc, ça permet un peu de faire un passage pour donner la parole à Dama Coulibaly de la dynamique unitaire panafricaine à parler de la dynamique qu'il est en train de se créer dans plusieurs États africains depuis plusieurs années avec une nouvelle vague de panafricanisme qui revient à ses racines et qui est porteur d'un nouvel espoir de lutte d'émancipation. Et donc, vu que la dynamique unitaire panafricaine elle travaille sur les deux côtés, en France, dans la diaspora et avec toutes les organisations qui sont donc les perspectives de l'anti-impérialisme vis-à-vis de la France et de toutes les autres ingérences des puissances occidentales. Merci beaucoup. Moi, je représente donc un continent, l'Afrique. Et je voudrais, avant de commencer mon propos, vous dire que l'Afrique et les peuples noirs de l'humanité travailleuse et combattante ont été, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, les plus grandes victimes de la barbarie du capitalisme. Et qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, dont je suis issu, est classé premier pays en matière de victimes de terrorisme aujourd'hui. Et si nous sommes ici rassemblés aujourd'hui, c'est bien parce que nous sommes les héritiers de tous les combattants de ce système inique. En mémoire de ces combattants, et je vous demanderai, et en vertu aussi du fait qu'au Burkina aujourd'hui, il y a plus de 10% de la population qui est en errance, qui a dû fuir, et qu'on appelle les personnes déplacées internes. Il y a des milliers de victimes. Mais il y a aussi des victimes sur tous les continents dans cette lutte que nous menons ensemble. Et donc je vous demanderai d'observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui nous ont permis de continuer le combat. S'il vous plaît. Qu'on puisse observer une minute de silence. Je vous remercie. Ce que je voudrais dire, c'est que cette conférence, enfin cette rencontre organisée par plusieurs organisations, dont la Dynamique unitaire panafricaine, dont je suis membre, et je suis également membre d'un parti politique, à ce titre-là, membre de la Dynamique unitaire panafricaine, qui combat, qui lutte au Burkina Faso pour la libération du continent africain, du Burkina, à commencer par le Burkina.
Et donc, la domination sans partage du monde qui a été évoquée depuis ce matin, et que je partage depuis 1955, a quand même été fragilisée, ça je suis d'accord avec, par la Deuxième Guerre mondiale et ce qui s'en est suivi, ce qui a permis d'ailleurs à l'Afrique aussi de poursuivre le mouvement de décolonisation, même si entre-temps, vous le savez bien, il y a eu, même pour réclamer simplement leurs soldes, des militaires ont été massacrés à Tiaroy. Des soldats ont été massacrés. Mon papa a mené 3 guerres pour la France. Moi, je suis combattant pour la liberté aujourd'hui. Lui, il a été utilisé pour aller combattre, par exemple, des gens qui exigeaient leur liberté en Indochine. Il a été soldat là-bas. Donc, il fait partie donc, de ces combattants pour la liberté de l'Europe, de l'Occident. Et nous combattons pour la liberté de tous les hommes et toutes les femmes sur Terre, aujourd'hui, contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors, il y a que, pour comprendre, pour parler des perspectives aujourd'hui, même pour nous, comprendre pourquoi, à un moment donné aussi, eh bien, ça a été fragilisé. Bien, une fois qu'on a compris ça, eh bien, c'est cette fragilisation aussi, parce que nous avons vu comment c'était les systèmes, enfin, nos déventions ont vu comment les systèmes pouvaient être fragiles à un moment donné. Et ce qui a permis, donc, de s'affirmer à travers Bandung, comprendre que nous avons une communauté d'intérêts. Et ça, cette rencontre a permis de fragiliser davantage les systèmes. Et en 61 également, quand il y a eu donc la tricontinentale, ça s'est poursuivi. Il y a un peu plus de clarification. Mais est-ce que tout cela a suffi? Et ça, c'était 5 ans après. Mais quelques années après, eh bien, on a constaté quand même une amplification de la réaction des camps impérialistes qui s'adaptent, qui s'est adapté d'une manière multiforme. Je ne vais pas insister sur ces aspects-là. Mais il y a aussi eu, entre-temps, une fragilisation aussi du mouvement communiste, notamment les 2 grandes puissances qui permettaient de consolider, puisque ces puissances-là avaient en leur main le pouvoir d'État, l'Union soviétique et la Chine. Donc cela aussi a permis certainement au camp capitaliste de mieux s'organiser et puis d'en profiter. Et bien jusqu'à la chute du mur de Berlin, fin de l'histoire donc, comme disait un certain mais non, que non. Eh bien, il y a eu, donc ça a été le mondialisme triomphant cette fois-ci, et puis l'altermondialisme qui est venu. Mais pendant ce temps, nous aussi, on continuait à réfléchir, à nous battre, même si on était aussi réprimés par ça. Mais cette fois-ci, on dirait que le capitalisme, l'impérialisme, avait retenu certaines leçons, puisqu'il y a eu des occupations territoriales beaucoup plus marquées. Nous, en Afrique, nous avons bien connu ça. Et des guerres pour montrer, voilà ce que nous sommes capables de faire. L'Irak, la Libye, et aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire, tout ce qui se passe aujourd'hui, l'Afrique l'a vécu tantôt. Ça a été expérimenté en Afrique, sauf qu'il n'y avait pas les réseaux, tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais ça a été comme ça. Ce capitalisme s'est construit d'ailleurs sur le sang des travailleurs, mais a commencé par les travailleurs d'Afrique noire principalement. L'esclavage, la barbarie que vous constatez aujourd'hui à Gaza, eh bien, ça a été la même chose. Sauf que ça se faisait à l'insu. Pas à l'insu, mais c'était comme ça. Mais les historiens le savent, les Africains le savent dans leur chair. Eh bien, ce qui m'amène à dire que les BRICS aujourd'hui, puisque c'est le sujet, et je vais parler un peu de l'Afrique aussi, c'est que les BRICS, qu'est-ce qui a permis aussi, quand on regarde les 5 pays, les 5 premiers pays qui ont créé les BRICS, ce sont tous des pays dans lesquels il y a eu beaucoup de résistance. Parce qu'ils ont résisté soit à un dictat qui a voulu leur être imposé, ils ont refusé. Soit, comme la Chine, ils ont su rester droits sur les lignes qui vaut ce que ça vaut, mais ils sont restés sur une ligne. Et puis, ils sont battus tous ces 5 pays-là, on peut le voir, que ce soit l'Afrique du Sud, avec la lutte qui a été soutenue contre l'apartheid, qui a été soutenue par le monde entier, par nous tous, et que ce soit tous les autres, l'Iran, le Brésil, où il y a eu le Parti des travailleurs, évidemment la Russie qui a voulu rejoindre l'OTAN à un moment donné, ça a été refusé, ils se sont recentrés sur eux-mêmes. Eh bien,
Et aujourd'hui, bon, évidemment, pendant ce temps aussi, l'impérialisme, le capitalisme impérialisme, c'est aussi davantage campé à travers la France-Afrique, en Afrique francophone notamment, et pas que d'ailleurs, puisqu'on les retrouve aussi dans d'autres pays, hein, comme l'Angola et ailleurs. Et en ce qui nous concerne, nous nous sommes dit, mais quelle perspective sérieuse! Est-ce qu'il suffit de faire un coup d'État, prendre, et puis proclamer des choses, et c'est bon? Je ne crois pas. Quand on se rappelle ce que Fanon a dit au sujet de la bourgeoisie, une fois le pouvoir, une fois la prise du pouvoir, parce que quand on fait une lutte, on mène la lutte armée même, c'était le cas en Afrique du Sud. Rappelez-vous que Mandela était considéré tantôt comme un terroriste. Et quand on gagne, quand on est au pouvoir après, la gestion du pouvoir pour rester campé sur les intérêts du peuple avec une vision claire, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui encore, on trouve en Afrique du Sud des Africains noirs qui considèrent que c'est d'autres Africains noirs qui viennent prendre leur place, en oubliant que c'est le capitalisme, c'est la lutte des classes. Alors, donc, il y a ce que donc Fanon, ce qu'il a expliqué. Il y a Cabral aussi, qui l'a dit aussi. Hein. Cette petite bourgeoisie, donc, qui a des avantages, des privilèges, qui ne veut pas procéder à son suicide, au suicide des classes, pour être du côté du peuple, dans le camp du peuple. Et donc, nous devons aussi nous interroger sur l'échec du socialisme dans plusieurs pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pertinence du communisme. Ça n'a rien à voir. Et pourquoi aussi, et également sur l'échec de certaines expériences comme celle de Thomas Sankara au Burkina, et par la suite, en 2014, de l'insurrection populaire au Burkina également, toujours au Burkina. Et pourquoi aussi le succès économique de la Chine, ça je l'ai dit tantôt, parce qu'ils sont restés sur les lignes, ils ont résisté, avec une ligne claire. On peut être d'accord avec ou pas, mais ils sont restés droits dans leurs bottes. Notre rôle aujourd'hui et nos missions, ça serait quoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Eh bien, avant d'en arriver à des exemples concrets, hein, c'est qu'il s'agit quand même de reconstruire un mouvement communiste totalement disloqué, dispersé. Sinon, ce n'est pas possible. On est beaucoup trop dispersé. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut saluer l'exemple de l'URC. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Ensuite, il faut reconstruire une solidarité mondiale des peuples. Bon, naturellement, à partir de ce qui s'est passé dans Bandung tricontinental, autour des valeurs humaines essentielles contre l'exploitation de l'homme par l'homme, ça c'est une évidence. Mais la formation, elle est essentielle. Voilà pourquoi, au sein de la dynamique unitaire panafricaine, nous avons mis en place une commission très dynamique pour la formation et qui fait un travail formidable au niveau de la formation idéologique, politique, mais ça ne suffit pas. Il faut que, voilà pourquoi la mutualisation qui est faite aujourd'hui, par exemple, elle est très intéressante. Il faut qu'on puisse poursuivre cela. Ça permet non seulement de rassembler, et puis également de voir nos points de différence, je ne dis pas de divergences, et puis aussi de rapprochement surtout à consolider. Et il y a, par exemple, le 10 mai prochain, avec la plateforme anti-impérialisme, nous avons une activité, et ça aussi c'est très intéressant. Il faut que ça se poursuive. Former nos militants, ici et là-bas, partout. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette question de formation, elle est tellement centrale et importante que le système capitaliste, impérialisme, a un outil formidable, c'est l'outil idéologique. Parce que nous sommes aussi dans un esclavage mental. Un esclavage mental, mais qu'on ne perçoit pas aussi facilement que ça. Et quand Marx disait que ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais inversement l'être social qui détermine la conscience, il a totalement raison. Mais justement, on nous a mis dans des cases de pensée avec le matraquage médiatique qui fait que même lorsqu'on
on s'en prend à un Africain noir ou un Arabe, ça devient quelque part normal pour la plupart des gens. Donc c'est ça aussi l'être social, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que nous devons tous ensemble, même les colonisés, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les colonies, mais c'est également les Occidentaux, y compris les militants de gauche, ça a été dit tantôt d'une autre manière, qui sont colonisés aussi. Il faut qu'ensemble nous puissions nous décoloniser. Sinon, eh bien, nous allons toujours être les victimes du capitalisme et de l'exploitation. Il faut qu'il y ait une unité d'action réelle. Thomas Sankara, lors d'un sommet de l'OUA, avait dit que nous devons rejeter la dette. Par contre, je ne peux pas le faire seul. Si nous ne sommes pas solidaires, au prochain sommet, je ne serai pas là. Ça a été le cas. Donc l'unité d'action, la solidarité, c'est quelque chose d'important. Il faut la solidarité entre mouvements, mais également la solidarité entre mouvements et entre les États qui ont l'appareil d'État. Ceux qui ont l'appareil d'État, ça a été le cas pendant que l'Union soviétique et la Chine étaient au pouvoir. Enfin, la Chine est encore au pouvoir, le Parti communiste chinois est encore au pouvoir. Ça a été le cas, le mouvement communiste est très fort. Donc tout seul, nous, avec nos mouvements et nos moyens, tout seul, ce n'est pas suffisant. Si nous voulons contrebalancer, il faut profiter de cette fenêtre de tir, là, actuellement, où le système capitaliste est en difficulté, pour aller beaucoup plus loin, oser aller plus loin. Ce qui m'amène à considérer que si nous ne faisons pas attention à des exemples qui sont voués à l'échec. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui fait couler beaucoup d'encre, est-elle une alternative crédible aujourd'hui? On peut poser la question. Moi, je dirais oui et non. Oui et non. Oui, pourquoi? Parce que ces coups d'État, parce que c'était des coups d'État, je partage tout à fait ce que Omar a dit ce matin, mais ces coups d'État ont été possibles parce qu'il y a eu des mouvements populaires. Ces militaires se sont appuyés sur des mouvements populaires pour procéder à ces coups d'État. Ensuite, tous ces trois pays ont chassé les armées françaises et américaines pour ce qui concerne le Niger. Ils ont dénoncé tous les accords coloniaux. Ils ont créé l'AES qui correspond, dans une certaine dans la lettre, à la revendication que tous les panafricanistes et tous les révolutionnaires africains rappellent de leurs vœux, c'est-à-dire ce qui s'est passé au congrès de Berlin pour dépecer l'Afrique. Nous voulons reconstituer une Afrique unie. Donc, on pourrait considérer que ça va ensemble, mais il ne faut pas oublier que la CEDEAO a été créée dans les mêmes circonstances, par des militaires aussi. On voit ce que c'est devenu. Et je dirais aussi, non, ce n'est pas une alternative crédible. Pourquoi? Parce que les mouvements populaires qui ont été à la base et qui ont permis que ces coups d'État soient perpétrés ont été écartés par les militaires. Et le cas le plus patent, c'est au Burkina. Mais c'est également la même chose au Mali. Pour le Niger, ça commence à venir aussi. Et ensuite, la base sociale de ces pouvoirs est tout à fait discutable. Puisque les mouvements qui se battent depuis plusieurs décennies contre la présence impérialiste, contre le capitalisme dans ces pays, notamment les syndicats, sont pourchassés. Le secrétaire général, la plus grande de la centrale, de la CGT du Burkina, et qui a opté pour un syndicalisme révolutionnaire de lutte des classes, est aujourd'hui dans la clandestinité, licencié. La ligne politique et idéologique, eh bien, n'est pas clairement définie pour ces pouvoirs-là. Sur quelle base on s'appuie pour réussir une lutte révolutionnaire? Et ce sont aussi des pouvoirs, on pourrait dire, personnels aujourd'hui. Et ça pose un réel problème. Les colonels au Mali, eh bien, sont tous faits généraux. Alors, ils sont tous fait passer généraux. Est-ce pour cela qu'ils sont venus? On est prêt à mourir pour son peuple, n'est-ce pas? Eh bien, et pour l'humanité. Mais là, ils sont faits tous généraux. Et en ce qui concerne aussi les peuples, au-delà des comment dirais-je, des militaires, il y a une vraie répression. Nous, au niveau de la dynamique unitaire panafricaine, nous avons une dizaine de membres
de mouvements qui appartiennent à la dynamique unitaire panafricaine qui sont au Burkina, qui ont disparu, qui ont été arrêtés, enlevés. Et ce sont des militants tout à fait corrects, des militants révolutionnaires de très longue date, qui se battaient avant même que le capitaine actuel qui est au pouvoir ne naisse. Et donc, ils ont disparu. On ne sait pas s'ils sont au front, s'ils sont en prison, ainsi de suite. Et ce sont nos militants. Eh bien, donc c'est une situation absolument complexe à laquelle il faut faire attention. Et des entreprises de ce genre sont vouées à l'échec, compte tenu de ce que Thomas Sankara a vécu. Compte tenu du fait aussi que si on ne s'appuie pas sur son peuple et sur les peuples du monde, sur des bases claires, saines, idéologiquement identifiées et politiquement solides, eh bien, c'est voué à l'échec, c'est retarder le combat que nous menons ensemble. Parce que si cette expérience qui a été désirée, voulue par les peuples qui ont manifesté avant que ce coup d'État n'intervienne, si elle échoue, eh bien, nous ferons un bond en arrière et c'est l'impérialisme qui prend le pouvoir. On ne prend pas le pouvoir contre son peuple, pour conserver le pouvoir. On le prend et on est au service des peuples, au service de l'humanité. Voilà pourquoi nous devons faire attention. J'en termine là. Merci beaucoup. Merci Adama pour cette intervention. Un point très important que tu soulignais, c'était celle de la formation militante. Et bon, j'en profite parce que Saïd, ça fait un engagement de plusieurs décennies sur tous les fronts qui vont de les questions du racisme, de l'immigration, de l'impérialisme. Qui le fait à travers tous les différents chaînes, canaux pour plusieurs organisations. Et donc, sur cette question, bien sûr, de la perspective anti-impérialiste, de ce qui sont les contradictions aujourd'hui au niveau international et surtout de ce qui se passe en France, on aimerait bien avoir ton point de vue. Merci. Je voudrais essayer de répondre à la question du que faire. Et pour répondre à cette question, il faut commencer par déjà éliminer ce qu'il ne faut pas faire. Et éliminer ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà rompre avec l'idée que la libération, l'émancipation, la sortie de la domination serait datée à un moment donné. Autrement dit, il faut vraiment arrêter, parce que c'est trop fréquent, avec l'idée que parce qu'en URSS, ça s'est fini par une défaite, ça veut dire que l'idée même qui a mené à la révolution bolchevique serait erronée. Parce qu'au Burkina Faso, on a assassiné Thomas Sankara, ça voudrait dire que le projet même de Thomas Sankara serait erroné. Cette conception-là est une conception qui est diffusée pour nous désarmer. En réalité, il n'y a eu, à l'heure d'aujourd'hui, aucun échec des perspectives d'émancipation. Il y a eu des défaites liées au rapport de force. Et cette distinction-là entre défaite et échec, elle est vraiment essentielle. Dire que c'est un échec, c'est dire que c'est le projet d'émancipation lui-même qui est problématique. Dire que c'est une défaite, c'est prendre acte qu'à un moment donné, il y a un rapport de force qui nous a détruits. La seconde condition pour répondre à la question du que faire, c'est également d'arrêter avec la séparation de questions qui sont absolument liées. Il est trop fréquent dans le marxisme occidental, je mesure mes mots, je parle du marxisme occidental, c'est-à-dire d'une lecture du marxisme européocentré. Parce que d'autres marxistes ailleurs n'ont pas eu la même lecture de Marx. De séparer les questions du capitalisme, du colonialisme et du racisme. On a aujourd'hui des gens qui se disent capitalistes et qui considèrent que la lutte anticoloniale est secondaire. C'est un non-sens. Oui, des anticapitalistes, c'est un non-sens. On a aujourd'hui des gens qui considèrent qu'il faut mener la lutte antiraciste sans le relier au système qui lui donne naissance et sans le relier avec les formes que prend le colonialisme aujourd'hui. C'est un non-sens. Historiquement, ce qui émerge à partir du XVIIe siècle, à partir de 1492, ce qui émerge, c'est un processus de création d'un complexe
qu'il faut appeler capitalisme, mais qui véhicule avec lui en même temps le colonialisme. Ça commence par la conquête des Amériques pour faire l'accumulation primitive du capitalisme ici. C'est la destruction de civilisations entières qui ont permis l'accumulation de capitaux. C'est le sang des Indiens d'Amérique et puis des esclaves qui ont permis l'industrialisation ici. Ça n'est pas une intelligence particulière de l'Europe, ça n'est pas une invention technologique particulière de l'Europe qui aurait amené ce mode de production technologiquement supérieur à d'autres modes de production. C'est un pillage et une violence totale qui ont produit cela. Et donc, capitalisme, colonialisme et racisme sont des phénomènes inséparables. Et si on a ça en tête, du coup, on peut poser la question du que faire. La troisième dimension pour poser la question du que faire, c'est de regarder dans quel contexte nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte qui est un contexte de crise de l'hégémonisme dominant. C'est pas tout le temps. Hein. Depuis 1945, l'hégémonisme états-unien n'a jamais été aussi remis en cause qu'aujourd'hui. Il n'est pas remis en cause forcément par un projet révolutionnaire mené par un parti révolutionnaire. Il est remis en cause par toute une série de phénomènes qui sont le développement économique de certains pays comme la Chine, qui sont des préoccupations de libération nationale d'autres pays, qui sont en Amérique latine l'ALBA, qui sont pas des projets qui étaient coordonnés, mais qui viennent se cumuler pour rejeter de manière commune l'hégémonisme dominant. Ça, c'est un élément du contexte. Second élément du contexte, nous sommes en France. C'est un contexte de baffe qu'a reçu l'impérialisme français ces dernières décennies. Nous sommes dans une phase de recul de l'impérialisme français. Ce qui ne veut pas dire qu'il est plus dangereux. Hein. Une bête blessée est d'autant plus féroce et d'autant plus dangereuse. Et c'est en ce sens-là qu'il faut saluer effectivement les coups d'État patriotiques au Mali, au Burkina et au Niger. Ça ne veut pas dire que ces coups d'État, c'est la solution. Ça veut dire que dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui s'est passé là, le départ de l'armée française, était une bonne nouvelle pour les peuples. Autre chose est la capacité d'émancipation liée, ça c'est un autre débat. Et donc, c'est important de prendre en mesure, parce que nous sommes en France, que l'impérialisme français est blessé. Et il est d'autant plus féroce, à l'interne comme à l'externe. Et donc, il faut s'attendre à des attaques d'une violence énorme dans les jours, les semaines, les mois et les années qui viennent, parce que la seule préoccupation de la bourgeoisie française, ça va être de reconquérir les espaces qu'elle a perdus. Et ça va donner des agressions à l'extérieur, et ça va donner ici une répression, parce qu'il faut que le front intérieur soit maté pour pouvoir aller mener le front extérieur. Nous sommes également dans une séquence, dans un contexte de contre-offensive de l'impérialisme hégémonique états-unien en crise. Le discours de Trump, c'est quoi? C'est une remise à l'offensive de l'impérialisme états-unien. Quand même, il nous parle du Groenland, du Panama, de renforcer Israël comme jamais, etc. On est dans une période de... l'impérialisme se dit, pour garder ma place hégémonique, je dois être beaucoup plus offensif. Et donc, l'impérialisme états-unien va nous déclencher des guerres. Il va nous déclencher des agressions, de manière inévitable. Mais c'est également la même chose pour l'impérialisme français. C'est exactement la même chose pour l'impérialisme français. On vient d'apprendre qu'il y avait une stratégie d'intervention au Burkina Faso qui était déjouée. On vient tout ce qui se passe sur l'Algérie, etc. Et ça, indépendamment de l'analyse qu'on fait ou de l'accord qu'on a avec le pouvoir au Burkina ou en Algérie, n'empêche que il y a des stratégies d'intervention françaises pour reprendre la main dans ces régions. L'alliance avec le Maroc aujourd'hui est aussi une alliance qui correspond à cette contre-offensive française. Et puis, dernier élément du contexte à prendre en compte pour définir le que faire, c'est que nous ne sommes pas dans n'importe quel pays. Nous sommes dans un pays qui a, au niveau historique, des spécificités. Une des spécificités, c'est la place massive de l'immigration. Tout simplement parce que dans ce pays, quand le capitalisme est apparu, nous étions, contrairement à d'autres pays, en pleine crise démographique, que nous étions en secondo dans un pays dans lequel il y avait un mouvement ouvrier particulièrement puissant qui avait réussi rapidement à imposer un minimum de législation et que pour maintenir les profits, il y avait besoin très tôt d'une classe ouvrière surexploitée. Et donc on est dans un pays dans lequel la place de l'immigration dans les classes populaires est incomparable avec d'autres pays.
si vous regardez les chiffres de l'INSEE, et que vous prenez comme définition des classes populaires, des classes populaires, la classe ouvrière et les employés, vous avez 30% des classes populaires qui sont issues de l'immigration postcoloniale. 30%. Noirs et arabes, pour dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire qu'aucune transformation globale dans ce pays n'est possible si ce clivage-là est maintenu. Parce qu'ils ne sont pas dans n'importe quel secteur. Ils sont dans des secteurs qui sont essentiels si on veut transformer la donne, etc. Et si je dis cela, c'est que ça montre bien en quoi, dans le que faire, on est obligé de poser la question du colonialisme. On ne touchera pas les parties de la classe ouvrière issue des post-colonies si on ne parle pas de la Palestine. Si on dit c'est secondaire. Si on dit on ne peut pas les soutenir parce qu'ils prennent, parce que c'est armé, parce que c'est une lutte armée, ou si on dit ils sont un petit peu antisémites, c'est très clair. Il faut faire le choix. Ou on renonce à la révolution dans ce pays, ou on est cohérent. Et être cohérent, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, allez relire le texte de Marx sur l'Irlande. Hein. Quand Marx explique les échecs du premier mouvement ouvrier, de celui qui a été à un moment le plus nombreux, et qu'il explique son échec, il dit c'est le clivage entre Irlandais et Anglais. La classe ouvrière en Angleterre était constituée entre les Anglais et les Irlandais, et ce clivage-là, qui n'était pas pris en charge par le mouvement ouvrier, ça fait, et de tête, il dit, c'est l'explication de l'impossibilité d'une transformation en Angleterre. Si nous prenons maintenant une autre dimension qui est essentielle, à part le contexte, il faut prendre en compte l'héritage. C'est quoi l'héritage que nous avons en France sur la dimension anticoloniale et la dimension anti-impérialiste? Il ne faut pas se raconter d'histoire. Si on veut avancer, il faut regarder l'histoire telle qu'elle est. Nous sommes dans un pays dans lequel la question internationaliste a toujours été sous-estimée, voire méprisée. Il faut se rappeler les débats à l'international communiste et comment Lénine était obligé de remettre en place les communistes français. Parce qu'il proposait d'adhérer à l'international communiste en enlevant les conditions d'adhésion qui parlaient des colonies et qui parlaient du devoir des communistes de s'opposer à leur propre impérialisme. Il faut se rappeler que c'est quand Ho Chi Minh a été à l'international communiste qu'un certain nombre de courriers ont commencé à parvenir au Parti communiste français sur sa cohérence ou non avec les questions internationales. Donc nous ne sommes pas dans un pays dans lequel on a un héritage anti-impérialiste, dans lequel on aurait un mouvement ouvrier qui aurait une vieille tradition. C'est pas vrai. Ça, c'est du roman, hein. La seule période où il y a eu une vraie action anti-impérialiste dans ce pays, c'est la guerre du Rif. Ça a duré quelques années. Et c'était sur pression et critique de l'international communiste. Et en particulier dans l'international communiste, de ceux qui n'étaient pas des pays occidentaux, parce que les révolutions sont nées où? Elles sont nées en Russie, c'était pas l'Europe, hein, la Russie. C'était la Chine, et après la Chine. C'est-à-dire que c'est important d'avoir ça en tête. Il y a une déviation européocentriste du marxisme qu'il faut vraiment prendre en compte. Dans son argumentaire sur les 21 conditions d'adhésion à l'international communiste, Lénine cite ouvertement le PCF et le Parti communiste italien, en disant, mais camarades, qu'est-ce que ça veut dire vos hésitations sur les conditions? Quel argument? Ça ne tient pas. Et donc, c'est important d'avoir en tête que nous partons avec une classe ouvrière, avec des organisations, avec une culture dans laquelle l'internationalisme n'a pas été au centre. Et c'est quand on prendra la mesure de cela qu'on pourra vraiment réagir et voir ce qu'il est possible de faire. Avec déjà une première conclusion, hein, qui est que, et pour moi c'est une conclusion essentielle, quels que soient nos désaccords, sommes-nous d'accord sur le fait que nous devons d'abord agir sur notre propre impérialisme. Moi, vous venez pas me parler de l'impérialisme chinois, de l'impérialisme russe, de l'impérialisme je sais pas quoi. Le devoir d'un révolutionnaire, c'est de se battre là où il peut agir, c'est-à-dire contre l'impérialisme de son propre pays. Tout le reste, très franchement, tout le reste, c'est de la dilettante. Troisième élément qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les interventions impérialistes n'arrivent jamais par simple décision d'en haut. Elles arrivent après un travail où on a fabriqué un consentement populaire. Sinon, ils ne s'autoriseraient jamais. C'est parce qu'on prépare le peuple français à accepter qu'on aille agresser que c'est possible. Et donc, il faut prendre en compte de manière sérieuse cette fabrique du consentement à la guerre. Très rapidement, on a
depuis maintenant près de 3 décennies, le développement, depuis qu'Huntington a écrit son livre sur la guerre des civilisations, le développement d'une grille de lecture complètement raciste, essentialiste, sur des civilisations qui s'opposeraient. Donc il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de richesse économique. Les guerres seraient des guerres de civilisation. Mais cette logique-là, elle nous montre bien le lien entre l'anti-impérialisme, soutenir les peuples qui se battent là-bas, et les conséquences ici. Pour faire ça, il faut l'islamophobie ici. Il n'y a pas un débat sur l'islamophobie qui serait séparé du débat du reste. L'islamophobie s'est développée au moment où l'impérialisme a eu besoin d'un rapport à l'islam qui justifiait les guerres en Afghanistan, qui justifiait les guerres en Irak, qui justifiait les guerres en Syrie, qui justifiait qu'on s'attaque à des peuples. Donc on a cette logique-là à prendre en compte. On a également à prendre en compte dans la fabrique du consentement toute une partie de la gauche et de l'extrême gauche qui est sur une logique du nini. C'est-à-dire que on va peu regarder qui est l'agresseur. On va aller nous dire, on ne peut pas prendre position sur une guerre parce qu'en face, c'est quand même un dictateur. Attendez, vous imaginez à quoi ça mène? Ça a amené à la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'on a des gens de gauche qui ont applaudi à la venue au pouvoir d'un djihadiste en Syrie. Ça a amené à la situation qu'il y a des gens qui ont appelé à la guerre en Libye. Ça a amené à la situation que des gens qui se disent de gauche, révolutionnaires, marxistes, etc., finissent par soutenir des guerres impérialistes. S'il y a un que faire aujourd'hui, c'est de dire le nini, on le met à la poubelle. Nous, on est contre les agresseurs, en permanence. C'est ceux qui agressent qui sont incondamnés. Et je pense que c'est vraiment important qu'on mette ce repère. Et dernier élément qui me semble vraiment essentiel avant de définir le que faire, c'est d'avoir en tête que jusqu'à présent, nos luttes sont des luttes réactives. C'est-à-dire qu'on attend que l'on soit attaqué pour réagir, mais du coup, c'est les Congolais qui réagissent contre la guerre au Congo. C'est les soutiens aux Palestiniens qui réagissent sur la Palestine. Mais le lien avec le système global qui crée tout cela, est un lien qui n'est pas fait. Il nous manque un état-major qui ne remplace pas les organisations et qui respecte et qui travaille en toute honnêteté avec toutes les organisations existantes. Moi, je suis pour que les organisations de la Palestine continuent et mènent leur combat et il faut les soutenir. Mais par contre, on a besoin d'un état-major qui fait le lien entre ce qui se passe au Congo, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe ailleurs, etc. Et cet état-major, on ne l'a pas. Nous sommes devant un mouvement anti-impérialiste qui est éparpillé et donc il faut qu'on se pose la question de comment on avance vers cette dimension-là. Autre élément dans le contexte, c'est c'est le constat que nous avons une partie de notre population dans ce pays qui, par héritage, a des réflexes anti-impérialistes et anticoloniaux plus prégnants que d'autres parties de la population. Oui, et dire cela, c'est pas du racisme. Oui, les descendants des colonies, ceux qui ont des parents maghrébins, d'Afrique, dans la transmission familiale, il y a des réflexes, il y a des dimensions de conscientisation, même quand ils ne sont pas théorisés, qui font que, face à ce qui se passe en Palestine, on va descendre dans la rue plus spontanément. Et ces dimensions-là, c'est pas dire qu'il y a une intelligence, un gène de supériorité, c'est juste dire il y a des histoires différentes. Et cette partie de la population, on ne construira pas avec elle si on va avec des conditions, des prudences, oui, mais pas la lutte armée, oui, mais attention à l'antisémitisme, oui, etc. S'il n'y a pas un discours anti-impérialiste cohérent, total, radical, etc., vous n'aurez pas l'écho de cette partie de la population qui va nous bouder, qui va nous regarder de loin et qui choisira d'autres formes de lutte. Et donc ça nous pose... c'est ces dimensions-là qui nous permettent d'essayer de dessiner les contours d'un que faire. Alors, les contours d'un que faire, pour moi, ça veut dire, premièrement, avoir en tête qu'il n'y a pas une lutte à l'extérieur et une lutte à l'intérieur. Cette coupure entre le national et l'international est une coupure qui nous fait beaucoup de dégâts. En réalité, l'impérialisme qui sévit ailleurs fait des dégâts ici. Je le disais tout à l'heure avec l'islamophobie, on peut le dire sur plein de domaines. S'il y a des questions, j'y reviendrai, puisque là, je suis obligé d'aller vite. Secondo, il est important de relier chacune des situations à la logique impérialiste mondiale. Sinon, il y a une partie de la compréhension qu'on n'a pas. Troisièmement, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on s'attaque d'abord à notre propre impérialisme. Et puis, dernière dimension, il faut qu'on mène le combat pour décoloniser nos classes populaires.
Vous ne pouvez pas avoir été un pays qui a été pendant 5 siècles esclavagiste, pendant 1 siècle et demi colonial, et considérer que le prolétaire blanc de ce pays n'a pas des représentations, des traces, etc. Et dire cela, ça ne veut pas dire qu'on va mépriser cette classe ouvrière. C'est-à-dire qu'on va mener le combat idéologique pour qu'ils comprennent et rompent avec ça. C'est juste un travail de ne pas sous-estimer une des tâches qui est essentielle. Je termine là-dessus en disant que, du coup, si on a ça en tête et si, dans le débat, on s'aperçoit qu'on peut être d'accord là-dessus, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être des milliers. Je pense que la situation exige, alors est-ce que c'est maintenant ou dans un an, j'en sais rien, mais en tout cas le plus vite possible, que nous lancions une initiative qui soit l'initiative de constitution d'un mouvement anti-impérialiste global, qui travaille avec l'ensemble des forces existantes. Et je voudrais vous proposer, pour moi, les 6 axes qui me semblent être une dimension nécessaire. D'abord, l'action pour la sortie de l'OTAN et pour le désarmement. Au moment où on nous annonce 800 milliards ouais. Secondo, le soutien aux luttes des peuples pour la libération nationale, quelle que soit la forme qu'ils prennent. Les peuples prennent les formes de lutte qu'ils peuvent prendre. C'est pas, moi je connais aucun peuple qui est amoureux de la lutte armée. Il prend la lutte armée parce que pour arriver à ses droits, il n'y a pas d'autre forme possible. Troisième dimension, nous devons avoir comme objectif d'arriver à bloquer la machine de guerre quand notre impérialisme est concerné. Quand même, on a eu sur la Palestine, on a eu des dockers qui ont bloqué en Italie, en Grèce, etc. En France, il y a eu que récemment, mais et encore ça a été très, très timide. C'est vers ça qu'il faut aller. Quatrième dimension, c'est essentiel de mener le combat contre l'impérialisme quand il agit là-bas et quand il agit ici. Je le redis, l'islamophobie ici n'est pas un débat sociétal, c'est un outil de l'impérialisme, et le combat contre l'islamophobie ici, c'est un combat contre ce qui crée un consentement à la guerre là-bas. Cinquièmement, c'est le refus de la logique du nini. Et sixièmement, c'est l'idée d'une vaste campagne idéologique pour décoloniser les esprits des classes populaires françaises, qui sont pas de leur fait, mais qui sont l'héritage de la place impérialiste française. Et je terminerai en citant, donc moi je serais assez pour, et il n'y a pas besoin d'être des milliers, il faut enclencher le travail, qu'on puisse prendre une initiative à l'image du congrès de Bruxelles en 1928, qui n'a pas regroupé des milliers de personnes, hein, qui est de dire, on convoque une réunion pour constituer un mouvement anti-impérialiste commun. En ayant en tête cette phrase d'Ho Chi Minh, quand on lui a demandé de décrire l'impérialisme, et il nous donnait cette image, il nous disait « L'impérialisme est une pieuvre, avec une de ses tentacules qui est posée sur les pays colonisés et une autre sur les prolétaires des pays colonisateurs. À chaque fois que l'on coupe une tentacule, d'un côté ou de l'autre, ça affaiblit l'ensemble de la pieuvre. » Merci.